Claro, los demás éramos todos militantes políticos. Ya Ernesto había hecho un viaje anterior por una parte de América Latina, aventuras en el mejor sentido. Y era un hombre de grandes inquietudes sociales, culturales, pero no políticas en sentido estricto. En aquel tiempo, si uno hubiese tenido que definir su pensamiento, hubiera dicho que era una suerte de anarquista espontáneo. Y vivimos juntos un tiempo muy prolongado, hasta casi las vísperas del golpe de Castillo Armas contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que de algún modo marca casi el comienzo de la vida política de Ernesto Guevara. Y empecé a analizar a aquel hombre, un argentino con asma, pero tenía un respeto, aquel carisma que tenía delante, aquel hombre hablando pausado, aquel hombre hablando con una moral extraordinaria, una invasión a pie desde la loma de la Sierra Maestra acá, por defender mi país. Me daba una idea de que estaba delante de una figura que no había tratado yo. Pero lo interesante de esto fue que Che fue organizó ese pueblo en 2 meses. Se incorporaron cientos y cientos de milicias. Él creó una escuela de reclutas donde todo el que iba a Bisoño iba allí y le daba práctica de guerrilla y fue nutriendo la columna a la medida en que le hizo falta. En ese interín de tiempo va un tren blindado. J'ai débarqué à La Havane le 22 mars 1959 et j'ai été amené chez Che Guevara. La villa était sur une colline au-dessus de la mer, à Tarara, et c'était en fait une garnison parce qu'il y avait une atmosphère incroyable, un va-et-vient d'officiers, de rebelles qui portaient naturellement la barbe, le scapulaire, qui avait un air hirsute. La femme du Che, Aleida, est venue me chercher, m'a introduit dans la chambre du commandant qui avait eu une crise d'asthme assez grave la nuit précédente. Donc il m'a reçu dans sa chambre, il était torse nu, allongé un peu sur le lit. Il m'a donné une explication très précise de la nature de l'entreprise qu'il dirigeait avec Fidel Castro. Et à un moment donné, après l'avoir écouté, je lui ai dit, mais commandant, si je comprends bien, il s'agit d'une révolution plutôt radicale. Il m'a dit, Chico, se trata de una revolución socialista. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une révolution socialiste. Et je n'oublierai jamais l'expression qu'il a eue parce qu'il a mis le doigt sur la bouche pour me dire que c'était un secret. Ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos, especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. No tenía ese tiempo que otros podían tener para dedicárselo a su familia, pero no obstante, diario él tenía en su plan la visita, como por ejemplo a Hildita, que ya no vivía con él la llamaba para ver si ya estaba en casa, para pasar. A veces pasaba 10 minutos. Además yo sé que le agradaban mucho los niños y una prueba de ello es que tuvo 5. Que hay que gustarle mucho los niños a uno para tener 5. Además con el trabajo que él tenía, ¿no? Que sabía que no iba a tener tiempo para dedicarle mucho a los hijos, ¿no? Y sin embargo yo recuerdo que decía que quería hacer una novena de pelota. Que cuando él era joven quería hacer un equipo de fútbol, pero bueno, que se iba a conformar con la novena de pelota. Après la fin de la guerre d'Algérie, l'intérêt pour Cuba était très important dans la jeunesse française. Moi, j'étais responsable des jeunesses communistes. Nous avons décidé de partir à La Havane. Moi, j'étais très, très impressionnée par le Che. C'était un personnage
tout à fait légendaire par le fait qu'il ne tolérait pas les moindres privilèges. Donc, on racontait plein d'anecdotes absolument confirmées sur le fait, par exemple, qu'il n'avait pas voulu de garde du corps, qu'on les lui avait imposés. Donc, il avait demandé à avoir des paysans analphabètes qu'il contribuait à alphabétiser. Une fois qu'ils étaient alphabétisés, il en demandait d'autres. Il refusait toute nourriture particulière, bien qu'il soit arrivé malade, sérieusement malade même, hein, de la Sierra Maestra. Il était d'une intransigeance avec lui-même qui contrastait, je dois dire, déjà à l'époque, avec celle d'autres dirigeants. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el Che cuando era ministro de Industrias fue dar la orden de que los jefes no podían tener relaciones sexuales con sus secretarias porque no quedaba claro si se ejercía una relación pasional o afectiva o lo que se estaba ejerciendo era, digamos, una arbitrariedad de poder. Y recuerdo yo que esta medida, por ejemplo, provocó asombro entre los cubanos, es decir, que el Che sacase una directiva de ese tipo aparecía como una cuestión incomprendida, digamos, por la gente que les pasaba eso, ¿no? Quieren de que el Che Guevara presente esos productos ante la televisión públicamente. Y el Che dijo, sí, con mucho gusto. Y fue a la televisión. Entonces el Che agarra una caja de fósforo y empieza a rayar un fósforo. Cuando lo enciende, la cabecita del fósforo explota, ¡tac! Y él dice, esto es un atentado a la humanidad. Coge una botellita de refresco, la mira y la vuelve a mirar y ve que dice son. Y él dice, qué bien le han puesto el nombre. Son, pero son una mierda. Esos son una serie de actos que se van dando en la vida y que son los que van conllevando a que donde quiera que el Che aparezca, aparecía como el Dios de todo el pueblo cubano. Le Che n'était pas en odeur de sainteté auprès de tout le monde, surtout parmi les délégations des partis communistes ou les délégations étrangères qui arrivaient à La Havane et qui ne se gênaient pas du tout, en particulier à ce moment-là les communistes français, pour parler du Che comme d'un aventuriste, comme d'un petit bourgeois, comme d'un gauchiste illuminé. Et tout cela, il y avait de toute évidence un petit peu une entreprise concertée pour le discréditer. Et je crois que son personnage dérangeait. Il est apparu très vite dans les années 63-64 comme quelqu'un qui avait l'intention de construire un socialisme différent. Et petit à petit d'ailleurs, sa perception critique de ce qui se passait dans les pays de l'Est et en Union soviétique a été très nette. Le discours prononcé par le Che à Alger lors début de l'année 65, lors du séminaire afro-asiatique, nous a fait l'effet d'une bombe. Parce que à ce moment-là, tous les discours étaient publiés intégralement dans la presse cubaine. Or, le discours du Che est une attaque frontale, une critique frontale de la politique de l'Union soviétique dans ses échanges avec le tiers-monde. Ça s'était jamais produit. Ce qu'il y avait de subversif, c'est le fait que le Che pensait qu'il ne fallait pas appliquer dans les rapports commerciaux avec les pays du tiers-monde les normes du commerce international comme le faisaient les pays socialistes. Il aurait voulu qu'on passe au-dessus de la loi de la valeur et qu'on fasse des cadeaux, que les pays socialistes aident généreusement à fonds perdus et passer par perte et profit toute l'aide militaire et l'aide économique du camp socialiste aux pays du tiers-monde. Il était pour qu'il y ait un autre type de rapport, des rapports fraternels entre les peuples. Ça, c'était de l'utopie.